Cette découverte une fois encore. Et une fois de plus, mais pas une fois de trop, M. Lucien Kona nous a retrouvés ce matin. Bonjour Lulu. Bonjour Betty. Bonjour Laurine. Bonjour Lucien. Très ravi, j'ai aussi beaucoup appris de ce reportage. Ah ouais. Ça va que, au-delà de cet aspect commercial qui est décrié, ces désordres urbains, de côté, il y a d'autres connotations sur le plan historique, surtout que c'est un village ethnologique, comme la plupart des villages, qu'il convient de réhabiliter avec toujours, ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'UNESCO. Bien sûr. Parce que quand on voit je vois la poste et télécommunications, un certain nombre de structures, ça peut rentrer dans des compétences, n'est-ce pas? Il y avait un camp militaire, oui, il y avait un camp militaire au niveau du tribunal de Côte aujourd'hui, parce que le général de Gaulle y a séjourné en 1943, c'est ça? 43, c'était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Effectivement. Et puis on ne peut pas négliger ça. Mais il faudrait qu'on puisse informer. Et la première réunion de l'UPC s'est tenue à Ndokoti. Ça, c'est ce qu'on a besoin de plaques d'information, de sensibilisation, pour qu'on sache qui est vraiment Ndokoti. Ça fait partie de notre histoire. Quand on va réhabiliter, qu'on puisse réhabiliter tous ces éléments historiques, socio-historiques, et ça pourra rentrer même au niveau du tourisme culturel. Absolument. Voilà. Il y a plein de choses à dire. Ça, c'est le document du RAC qui parle là. En tout cas, merci d'être là. Ce matin, on va à l'école. Hein. Bon, on va à l'école, mais on part en même temps au bureau. Parce qu'on va faire la transition entre l'école et le travail. Comment préparer les jeunes qui nous regardent, qui sont nombreux d'ailleurs, à nous regarder ce matin, parce qu'on est en pleine période de congé, puisque c'est la période pascale. Et puis, on part donc de cette transition. Alors, mais on démarre par ces éléments qui nous permettent d'identifier et de développer les compétences réellement demandées par le marché du travail. Comment est-ce qu'on les identifie? Déjà, le programme. Le programme, l'APC, il approuve pas les compétences depuis 2014 et tout récemment, met là-bas l'accent sur les compétences que le jeune doit avoir. Et ces compétences préparent déjà le jeune à intégrer le marché de l'emploi. On ne saurait les rappeler. Nous avons d'abord le module sur le plan social, sur le plan module social et citoyenneté, module sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan culturel, socio-culturel. Ça touche les aspects de l'homme. Quand vous allez voir de la 6e en terminale, ces modules sont déjà là. Il y a les situations de vie, il y a les compétences que les jeunes doivent avoir. Maintenant, la difficulté est que la plupart de ces compétences ne sont pas encore installées chez les jeunes. Mais pourtant, je crois que dans le système, on a mis en place l'approche par compétence. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est pour anticiper, puisque le GICAM à l'époque, lors d'une enquête, avait dit qu'il y a inadéquation, formation, emploi. Donc on les identifie dans les différents manuels. Regarde un peu les manuels de tes enfants, tu vas les voir. Et ça continue dans le supérieur avec le système LMD, licence, master, doctorat. On peut également les identifier en allant auprès de certains acteurs, les conseils d'orientation, qui maîtrisent ce qu'on appelle la nomenclature des métiers et des professions. C'est pour ça que dans le cadre de notre travail, dans le cadre de l'éducation en orientation, nous mettons l'accent sur l'éducation en orientation, nous mettons l'accent sur les compétences que le jeune doit avoir dans le but de prévenir d'abord le chômage et de le préparer. On peut également les identifier en allant vers les conseils d'emploi qui relèvent du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et le jeune doit également développer ses compétences, les interroger en allant vers les journées portes ouvertes. Depuis quelque temps, c'est devenu quelque chose de très intéressant. On peut les lycées techniques, le lycée d'enseignement général. Également, il faut aller vers certains carrefours métiers. Carrefour métier, lorsque l'on veut recruter, je prends l'exemple de l'Université de Douala qui organise toujours les journées portes ouvertes, les journées de recrutement. Donc les jeunes peuvent les identifier. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas quelque chose, ce sont les concepts mais qui permettent de voir la relation entre la théorie et la pratique. Donc voilà un résumé, on peut les identifier et on peut les toucher également. Pour le problème, c'est le toucher qui pose problème. Parce qu'on demande aujourd'hui, là, on va rentrer dans la dimension l'enseignement des sciences, l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est pour ça que les entreprises nous aident, peuvent continuer à aider pour que les jeunes continuent à aller faire les stages de décrissage, les stages de recyclage et d'impréhension. Pour que ce qui est théorique, bon, quand on dit la théorie, ça c'est un peu quelque chose qui permet de formaliser la réalité sociale.
Donc voilà le toucher. Mais également, on peut les toucher en allant sur le terrain. Parce que de plus en plus, l'école ne doit plus être fermée dans les salles de classe. Il est important que l'école s'ouvre vers d'autres acteurs. Justement, Lulu. Les Luciens, on les appelle comme ça. Ok, merci. Lulu, justement, quel rôle l'orientation scolaire joue-t-elle concrètement dans la réussite professionnelle des jeunes, des enfants? Bon, les missions sont définies, hein. Il y a un cadre juridique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le conseiller prépare le jeune à s'insérer, à se préparer, à éviter les écueils. Mais d'abord, dans les salles de classe, nous avons un module qu'on appelle aide à l'élaboration d'un projet scolaire et projet professionnel. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le jeune sait qu'au terme du premier cycle, c'est-à-dire la fin du premier cycle avec le BEPC, au terme du second cycle, il aura un produit final appelé mon projet professionnel, avec tous les éléments qui doivent être là-dedans, c'est-à-dire que la passation des tests d'orientation, le questionnaire d'intérêt professionnel, la connaissance du métier d'emploi. Donc le jeune a ce qu'on appelle, il a son projet professionnel. Maintenant, en relation avec les conseillers d'emploi, parce qu'on travaille en partenariat avec les conseillers d'emploi, en relation avec les entreprises, directement, il y a une transition, il y a un pont que les conseillers essaient d'opérer avec également certaines universités, non seulement privées, pour que le projet que le jeune a choisi au départ, en relation avec ce qu'on appelle les centres d'intérêt, qui est une relation véritable. Donc le petit palpable ici, c'est que le jeune doit sortir avec son projet professionnel. C'est ça le problème. Mais malheureusement, là c'est le problème, un des problèmes, c'est que lorsque les universités privées, surtout, et les universités d'État, lorsque le jeune s'oriente vers l'université, vers le supérieur, le jeune n'a pas le test, il ne sait même pas, il ne se connaît pas, la connaissance de soi, la connaissance des métiers, la connaissance des débouchés et la connaissance des professions. Donc les jeunes s'orientent comme ça sans connaître exactement quels sont les indicateurs, quels sont les débouchés professionnels que l'État a mis en place. Mais est-ce que les IPES n'ont pas de conseillers d'orientation qui travaillent avec ceux du second cycle, par exemple, pour anticiper? Bon, là, la problématique est là. Les IPES travaillent avec certains conseils d'orientation, mais les IPES donnent l'information. C'est-à-dire que de manière générale, on dit, monsieur, tu as un bac D, on va te parler les filières médicales, les filières sanitaires, on te donne les filières au niveau de la biologie, mais on ne va pas te permettre de faire un test d'orientation. Parce que le test va te permettre de ressortir ton profil. Exactement. C'est le profilage qui pose problème. On te donne trop d'informations et la plupart, ce sont les élèves qui viennent le faire. Bon, on remercie déjà certains IPES qui intègrent les conseils d'orientation. Il faut faire le test d'orientation. Parce que le test va permettre de savoir que voici mon bilan, voici mon profil. J'ai un bac D. Est-ce que j'ai un profil scientifique? Est-ce que j'ai un profil médical? J'ai un bac A. Est-ce que j'ai un profil juridique? J'ai un bac T. Est-ce que j'ai un profil technique? Est-ce que j'ai un bac E? Est-ce que d'aller l'économie? Est-ce que j'ai un profil allié en allant là vers l'entrepreneuriat? C'est ce problème-là qui pose le problème. Donc le jeune va s'orienter comme ça, sans vraiment avoir une boussole. Okay. Alors pour que la transition école-travail se fasse, il faut que les entreprises aussi s'y mettent. Comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer davantage pour la formation et pour l'insertion des jeunes? Il y a les journées portes ouvertes qui donnent toujours c'est une occasion pour les entreprises qui sont identifiées dans le cadre de l'association des parents d'élèves, parce que les parents d'élèves ont beaucoup de compétences. Ils viennent, on a peut-être les juristes, on a les médecins, les informaticiens. Ils viennent, j'ai vu ça dans certains lycées, dans le cadre de l'APE. L'APE n'est pas seulement là comme un pouvoir de fond, mais l'APE également est là pour développer les compétences des jeunes. Donc les journées portes ouvertes, c'est une bonne occasion. Également dans le cadre de la relation entre l'école et l'entreprise. Parce que dans le cas de la décentralisation souhaitée par les autorités, il est important que les différentes compétences qui se trouvent dans le Code général de décentralisation, que ces compétences-là soient intégrées auprès des jeunes. Tout à l'heure, on parlait des problèmes de la ville, n'est-ce pas? Il y a le problématique de la ville, mais très peu de jeunes ignorent quels sont les débouchés de la ville, la transition écologique,
la ville durable, les questions liées à la mobilité, au changement climatique. Tout ça sont les métiers de la ville. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, les mairies doivent venir auprès des écoles, parce que la plupart des écoles sont gérées par les mairies, n'est-ce pas, Bertie? Je parle en termes de territoire. En termes de territoire. Oui. Mais on voit très peu les mairies intervenir pour transférer des compétences. Les mairies ne doivent pas seulement payer certains personnels d'appui, mais les mairies doivent également venir auprès des écoles. Ils ne vont pas seulement être derrière les snacks, la boîte de nuit. Voilà, ou bien remplir les marchés. Parce qu'il y a certaines écoles, bon, ça c'est un peu... Ou arrêter les voitures. Pour arrêter les voitures, ou bien même remplir, construire les petits marchés tout autour de l'école, mais le mairie doit venir doter les compétences auprès des jeunes. Travailler en relation avec les écoles, c'est très important. Mais justement, quel outil concret peut-on mettre en place pour faciliter cette transition entre l'école et l'emploi? Il doit exister des outils. Bon, il y a d'abord, je viens de parler qu'au sortir de la terminale, l'enfant doit avoir son projet professionnel. Deuxième outil, on doit préparer les jeunes, on appelle l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Le second outil également, il est important pour que le jeune commence déjà à développer, ça s'appelle son curriculum vitae. CV? Ça c'est au CV. Ça se fait en terminale. Ça c'est un des modules, parce qu'on a un module qui parle de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ouais. Donc voilà cet outil-là, ces deux outils. Il y a un autre outil qui concerne la préparation à l'insertion. Parce que vous voyez un peu, Bertie, un jeune qui est indiscipliné, il est absentéiste. Mais ce sont les mêmes problématiques qu'on va trouver en milieu professionnel. Il sera absentéiste dans son travail. Donc, par rapport à ces outils, il y a aussi les outils d'intégration, les outils de socialisation. Comment amener un jeune à se socialiser, à s'intégrer, à nouer les bonnes relations avec les pairs. Mais si vous voyez un jeune qui est dans les déviants, est-ce qu'il sera un bon exemple pour ses collègues? Je ne pense pas. Dans les outils concrets, le dernier outil, c'est celui qui va dans le sens de développement des compétences. C'est-à-dire que le jeune doit déjà se dire, après mon bac, je connais les indicateurs professionnels, je connais les métiers d'avenir, les débouchés, mais j'ai un petit document pour me savoir qu'avec mon bac C, avec mon bac D, avec mon bac TI, voici les compétences dont je possède. Voilà les compétences que je veux posséder, parce qu'il y a un décalage entre les compétences que j'ai déjà développées après 14 ans d'études, parce qu'on voit 6e terminale, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. 7 ans plus 9, ça fait 16 ans. On peut d'abord comprendre que de la maternelle jusqu'au bac, le jeune n'a pas de compétences. Mais il y a les compétences. Donc le jeune d'abord être conscient que je dispose de ces compétences. Maintenant, je vais à l'université, il faut seulement assurer la continuité avec les compétences qui ont été identifiées au secondaire et qui vont se poursuivre dans le monde professionnel. Donc les compétences sont là, d'abord au niveau, on appelle les techniques, la recherche d'emploi. La technique de recherche d'emploi, parce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment rechercher des emplois. Quels sont les différents emplois? Les emplois du secteur public, les emplois du secteur privé, les emplois du secteur parapublic. On ne saurait oublier l'auto-emploi. Et chaque candidat doit avoir un profil type. Quel est mon parcours? Je dois développer un certain nombre de parcours pour que, après 5 ans, si je veux avoir le master, après 2 ans, si c'est le BTS, et ainsi de suite. Là, je sais exactement là où je veux aller. Bien sûr, sans oublier les médiateurs, les tuteurs, et ainsi de suite. Parce que c'est là qui peuvent accompagner. Et les parents? Les parents également, les parents ont les compétences. Mais ces compétences doivent être d'abord identifiées, doivent être capitalisées pour l'accompagnement des jeunes. Alors aujourd'hui, difficile de faire sans l'intelligence artificielle et non l'intelligence amoureuse, comme dirait Bertie. Le numérique également, ce sont des choses qui s'imposent un petit peu à nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à s'adapter à ces évolutions rapides du monde professionnel? Les jeunes doivent être conscients que d'ici 2030, on parlait de 2030, ici dans l'agenda 2030 des Nations Unies, et notre agenda c'est 2035, l'Union africaine parle de 2063, qu'on ne veut plus les compétences mécaniques. Bon, vous voyez un peu que notre économie est essentiellement l'informel. On a à peu près 85% de toute l'informalité. Aujourd'hui, on parle, pour prendre conscience au niveau de l'intelligence artificielle, le métier du numérique, le métier de la transition, ça va influencer à plus de 50%.
Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il est bien vrai, il y a beaucoup d'appréhension que la machine va remplacer l'homme. Mais j'ai vu récemment un reportage où c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui fait l'entretien. On te met devant une machine, on va analyser les indicateurs, la peur. Il y a peur. Il y a l'anxiété. Mais en amont, qui doit le faire? Si on te fait un test, on va analyser le quotient émotionnel, l'anxiété. Mais en amont, ce sont les psychologues conseils d'orientation qui doivent d'abord préparer. Parce que l'intelligence artificielle, certes, va plutôt faire une analyse globale de la personnalité, mais l'intelligence artificielle va plutôt, je suis au niveau du recrutement, mais parce que c'est un volet très important, mais l'intelligence artificielle va détecter les paramètres, les risques pour ne pas être mal recruté. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du recrutement, c'est-à-dire qu'il faut recruter un bon talent, il y a beaucoup de risques. Mais l'intelligence artificielle va se rendre compte à un moment donné, peut-être au niveau même, au niveau des... Et je parle tout à l'heure au niveau de la psychologie, les facteurs psychologiques. Tu n'arrives pas à t'intégrer, tu n'es pas socialisé, tu peux être dangereux pour les autres, tu es nerveux, tu es agressif. Mais cette machine-là va détecter ça. Donc voilà le message comme je tiens à donner. Et en amont, c'est les conseillers. Les conseillers doivent maintenant prendre conscience qu'il y a une préparation du sujet pour qu'il y ait un bon arrimage entre l'homme et la machine. Oui. Parce que lorsque l'intelligence va te dire que peut-être au niveau sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, tu as un mauvais résultat. Parce qu'on parle de l'intelligence cognitivo-comportementale, tu as un mauvais résultat, mais tu ne peux pas savoir. Okay. Mais qui doit donc préparer ça? C'est le conseil de l'orientation. Et c'est Studentmark qui prépare ça. Qui prépare donc les jeunes à intégrer le marché de l'emploi. Parce que la transition écologique, la transition numérique ne doit pas nous faire peur. Merci. Merci. Et nous vous invitons à venir rendre visite. Nous ne sommes pas loin de Berthier. Oui, bien sûr. Voilà. On est juste à côté là. Voilà. Donc Bagna là-bas. Voilà. Nous vous préparons la préparation, l'insertion, l'accompagnement. Okay. Parce que c'est toute une équipe de compétences. Nous sommes à votre discussion, la passation des tests d'orientation, les tests d'intelligence, le quotient émotionnel, tous ces paramètres de batterie. Et nous avons les tuteurs, notamment avec Berthier, avec Balafon, que nous remercions, le directeur général que nous remercions bien. Donc on est là pour vous préparer. Il y a même les métiers de la communication. On est dans un très beau studio. En tout cas, merci M. Kona. Sur www.studentmark.com, on peut également avoir toutes les informations disponibles. Merci également à toute l'équipe portée par M. Patrick Ngounou. Bonjour à toi.